Tour de table, Erika Walter, RCF Charente. Et c'est parti pour des émissions spéciales Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, manifestation ouverte dès aujourd'hui au public. De notre côté, nous sommes installés dans les locaux de l'association La Colombière, plus précisément dans ceux du GEM, le groupe d'entraide mutuelle L'Échappée. Merci à eux de nous accueillir, boulevard Pasteur, à 2 pas de l'espace Franquin. Nous sommes en direct jusqu'à midi avec 3 invités dans cette émission. Le premier nous accompagne pour lancer donc cette première émission spéciale avec un lieu qui vit au rythme de l'événement pendant ces 4 jours et qui s'est proposé des animations au cœur de l'événement. La librairie Cosmopolite du Champ de Mars ne rate pas ce rendez-vous chaque année. Et pour cette édition 2023, elle a conçu une exposition avec l'auteur Turf pour le 30e anniversaire de la Nef des Fous. Elle est à découvrir à Cosmo Kids dans la galerie du Champ de Mars. Pascal Dulontel, bonjour. Bonjour Erika. Alors vous êtes directeur de cette librairie indépendante Cosmopolite. On va effectivement, notamment avec vous, parler beaucoup de cette exposition donc consacrée au travail de Turf et à cette série La Nef des Fous. Concevoir une exposition, c'est un véritable travail. Vous aviez par le passé déjà, l'équipe de la librairie, réalisé ce type d'exercice, mais c'est loin d'être une habitude. C'est quand même un exercice à part. C'est un exercice particulier justement de penser, de réaliser une exposition. Évidemment, ça sort de notre registre de libraire pur. Ça veut dire que déjà, il faut avoir cette idée, cette envie. Ensuite, effectivement, la matérialiser, voir avec l'artiste les principales données ou exigences qu'il peut avoir, et ensuite lui présenter dans un délai raccourci un vrai projet. Un projet en termes de scénographie, mais aussi de mise en place de ces bandes dessinées, parce que c'est aussi le travail d'une expo, c'est de mettre en valeur ces planches. Et là, c'est un véritable défi, parce qu'il faut se rappeler que Turf, donc, en l'occurrence, 30 ans, c'est quelque chose d'important pour lui. Et quand il y a, on va dire, 6 mois, il nous a parlé qu'il voudrait organiser quelque chose autour de sa saga. Et il nous a demandé s'il pouvait installer sur un tréteau, sur un chevalet, 1 ou 2 cadres. Effectivement, on s'est dit, on le connaît depuis tant d'années, que ça méritait quelque chose d'important. Et à mon sens, quand on est libraire indépendant de sa ville, on doit aussi proposer sûrement des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et en l'occurrence, il a tout de suite été comblé par notre souhait. Et donc, on s'est vu plusieurs fois, on lui a présenté ce qu'on désirait faire. Et en fin de compte, le résultat est formidable parce qu'il a sorti, pas de son grenier, mais de ce carton à dessin, des planches originales. Et quand on voit le travail de minutie d'un auteur bande dessinée, vraiment, les gens qui découvrent depuis ce matin l'exposition sont ravis et sont enjoués. Donc, c'est un véritable événement, effectivement. Et pour revenir au fait d'organiser, d'installer, c'est un métier, un deuxième métier, oui. Alors Pascal Dulontel, en même temps, cette exposition, elle se crée, elle se met en place avec Turf parce qu'il y a évidemment le travail de cet auteur que vous appréciez et puis en même temps, il y a l'homme, l'auteur aussi que vous appréciez. C'est vraiment une question de dimension aussi humaine et artistique qui font que cette exposition, elle existe là cette année pour les 30 ans de la Nef des Fous. Mais on peut le dire vraiment, c'est évident que quand on a su que sa maison d'édition n'allait pas organiser quelque chose d'important, nous, c'était évidemment dans notre gène de dire allez, on se met sur la table et on crée quelque chose. Turf, on le connaît depuis quasiment autant d'années que sa saga, donc c'est quelque chose d'important, c'est une confiance. Quand il sort un nouveau tome, il vient systématiquement à la librairie passer la moitié de sa journée, donc c'était évident que nous devions faire quelque chose pour lui. On adore Turf, donc c'est bien de le faire savoir de temps à autre. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu décrire justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, cette saga, La Nef des Fous, ce qui en fait un univers un peu particulier? On est dans quelque chose de loufoque, un peu décalé, plein d'humour, et puis plein de vie, entre guillemets, plein de couleurs. Oui, alors c'est vrai. Alors déjà, la couleur numéro 1, c'est le rouge. Donc vous verrez beaucoup de rouge dans l'exposition. C'est son souhait, puis c'était la couleur de ses personnages. Et c'est vrai que La Nef des Fous, quand on dit décalé, c'est très décalé. C'est un humour formidable. Franchement, en général, ça fidélise beaucoup de fans parce que quelque part, chaque épisode est quelque chose qui se construit et qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir tout lu. Alors quand on aime Kaamelott et autres séries comme ça, incroyablement folles, on ne peut qu'être comblé par cette saga, qui est au 12e tome. Donc c'est l'actualité aussi, un nouvel épisode, une nouvelle BD qui sort. Voilà, 12 tomes, donc en 30 ans. Hein. Oui.
pour Oui. effectivement cette Nef des Fous. Alors vous disiez, vous avez pris le temps avec Turf de discuter, d'échanger, de voir comment concevoir cette exposition donc pour ce 30e anniversaire. Vous disiez évidemment, il a toute la matière disponible pour pouvoir mettre en valeur ce travail, pour mieux approcher, on va dire, ce travail de création aussi de l'auteur à travers cette exposition. En fait, il a fallu choisir, il a fallu sélectionner. C'est ça aussi une exposition, évidemment, Pascal Dulondel. Mais tout à fait. Et, en plus, Torf est très exigeant, donc nous l'avons accompagné dans ses choix. Il y a même 2 vitrines avec plein d'objets. Enfin, il a vraiment organisé en toute confiance son expo tel qu'il aurait rêvé. Donc nous, c'est peut-être ça le plus fier de cette 50e édition. En ce qui nous concerne, c'est ce qu'on a mis au profit de son œuvre, de mettre en place. Et quand il était comme un gamin en train de choisir ses dessins et dans quel ordre il voulait les mettre, c'est fabuleux d'organiser avec l'artiste en live comme ça une exposition. Tout à fait. Et de trouver l'espace alors nécessaire, parce que vous disiez au départ, en gros, ça se serait fait dans un coin, pour lui, ça lui aurait suffi. Mais l'idée, c'était de lui dédier quand même un espace véritablement suffisant pour mettre en valeur ces 30 ans d'aventure avec la Nef des Fous. Complètement. C'est soit on faisait rien, à la limite, c'était peut-être aussi bien, ou soit on mettait vraiment les petits plats dans les grands, et c'est ce qu'on a fait. Donc la moitié. Alors la librairie, on ne pouvait pas s'installer puisqu'on a 40 auteurs en même temps par jour. C'est impossible de récupérer ne serait-ce qu'un mètre carré. Alors que le magasin pour enfants, Cosmo Kids, ben, on a pris la moitié. On a tout vidé, alors je ne raconte pas le travail, et on a vraiment customisé, vraiment avec des grilles sympas. Enfin, c'est un univers magnifique. On pourrait penser que c'est un lieu propice à des expos, en fait, ce qu'on a réalisé. Ce qui veut dire que peut-être ça deviendra plus régulier pour la librairie. On est capable de le faire, voilà. C'était un gros défi pour nous. Je pense qu'on l'a réussi à notre niveau. Maintenant, c'est aux gens d'apprécier. Alors vous disiez les premières personnes ont découvert ce matin l'exposition, on va dire le grand public, et c'est déjà effectivement un accueil très positif. Oui, ils sont ravis, ils restent sur chaque tableau. C'est tellement un travail de minutie quand on connaît la bande dessinée, de voir les cadres 50 par 70, en plus c'est assez grand. Donc comme ça, visuellement, ça fait un effet incroyable, oui, tout à fait. Et alors évidemment, Turf, il va accompagner cette exposition avec cet anniversaire, avec ses 30 ans de la Nef des Fous. Il y a l'inauguration donc demain de l'exposition, et puis il y a des dédicaces aussi avec Turf tout au long de ce week-end. Voilà, tout à fait. Turf est là tous les jours de 15h à 19h, avec 2 points importants. Le vernissage de l'exposition, c'est demain vendredi à 17h30. Et comme on aime les anniversaires et les gâteaux à Cosmo, donc samedi à 16h, on invite vraiment tout le monde à venir dévorer un immense gâteau chocolat. Voilà, ça c'est le scoop. On ne savait pas à quoi il serait fait. Aux couleurs de la Nef des Fous. Et pour célébrer avec Turf, qui sera présent bien évidemment, ce gâteau. Alors vous avez souligné cette histoire, on va dire, particulière de proximité avec Turf, cette dimension humaine qui fait aussi justement la particularité d'une librairie indépendante comme l'est Cosmopolite à Angoulême, Pascal Dulondel. C'est ce qui fait aussi que là, dans les auteurs qui seront présents, vous dites des dizaines d'auteurs présents chaque jour à la librairie pendant le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Ça, c'est une habitude, mais l'idée, c'est vraiment que chacun puisse trouver sa place justement dans les dédicaces, dans le lien avec le public. Donc c'est arriver à organiser, à faire en sorte que des auteurs très différents, avec des univers différents, avec des renommées, on va dire, très différentes aussi, et puis des auteurs plus locaux, d'autres quand même évidemment avec une aura, que tout le monde puisse trouver sa place là pendant ces 4 jours de dédicace. Oui, c'est un petit peu ce qu'on organise à chaque fois. On aime bien marier les genres. Déjà, les genres de bande dessinée, elles sont tellement différentes. Et ensuite, les auteurs, effectivement, on pense qu'on a un choix assez sur 155 auteurs. Franchement, tous les thèmes sont représentés. Et puis, effectivement, la notoriété aussi. Quand vous recevez un Julien Nil pour Lou, il vient par amitié, plus qu'un travail d'attaché de presse. C'est aussi une relation, parce que Julien se rappelle qu'on était au départ de sa série Lou. Et ça, je pense que c'est à chaque fois pour nous, la meilleure récompense, c'est quand les auteurs, et à 95%, ils se souviennent que nous étions là au départ de leur histoire. Donc cette fidélité, cette confiance et cette envie d'être là autour évidemment du livre, de la bande dessinée de manière générale, et ce lien que permet aussi donc la librairie.
Oui, oui, complètement. On est dans la capitale de la bande dessinée et c'est vrai que on a vraiment, on a des libraires spécialisés. Donc ça, c'est un choix important aussi quand vous êtes libraire généraliste. Vraiment, on a des pointures avec nous pour le conseil. Donc évidemment, c'est une caisse de résonance formidable à festival comme nous avons la chance d'avoir à Angoulême. Et donc, le public a le temps pour ses dédicaces quand même de partager un petit moment, on va dire, avec les auteurs. C'est quand même assez rapide. Il y a une organisation quand même très précise là. Oui, alors j'ose pas dire qu'elle est militaire, mais c'est vrai que les auteurs sont quelque part sont très très choyés à la librairie. Je vous passe les détails des petits gâteaux, des petits thés. Enfin, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est les rois. Ils sont chez eux. C'est comme ça que je les reçois. Vous êtes chez vous ici. Alors, je n'ose pas leur dire prenez tout le temps que vous voulez la journée parce qu'ils sont attendus, bien sûr, pour leurs autres rendez-vous. Mais en tous les cas, le temps qu'ils vont passer à la librairie, en général, ils s'en souviennent. Et c'est aussi un gage de fidélité à nos yeux. Donc, la librairie Cosmopolite à Angoulême, au Champ de Mars, pendant tout le temps du festival, il y a forcément des dédicaces et des auteurs à rencontrer. Et puis donc, il y a cette exposition consacrée donc à la Nef des Fous, à ce 30e anniversaire du travail autour de cette série, autour de cette saga de Turf à découvrir donc à Cosmo Kids, hein, juste à côté de la librairie. Merci beaucoup à vous, Pascal Dulondal. Merci, Erika. Je rappelle que vous êtes le directeur de cette librairie Cosmopolite. On poursuit cette émission dans un instant avec Dominique Bréchotto de l'association du FIBD. Tour de table, Erika Walter. Et nous poursuivons cette émission spéciale 50e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême avec un nouvel invité qui nous a rejoint, investi dans l'événement depuis le début ou presque. C'est ce que nous allons voir avec lui. Dominique Bréchotto, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez notamment été président de l'association FIBD. Aujourd'hui, vous êtes toujours administrateur de cette association. Alors, 50e édition donc, de ce festival, un demi-siècle, c'est forcément marquant. À chaque grand anniversaire, est-ce que c'est l'occasion et est-ce que c'est important aussi de se retourner quand même sur tout ce qui s'est vécu, tout ce qui s'est partagé déjà à travers un événement comme ce Festival international de la bande dessinée d'Angoulême? C'est sain et constructif de regarder le chemin parcouru? De toute façon, oui, il faut regarder le passé pour faire l'avenir. Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est plein de souvenirs qui remontent et c'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Et c'est important de relire aussi parce qu'avec le recul, on relit parfois les choses de manière très, très différente finalement aussi. Peut-être le début, aujourd'hui, avec 50 années de recul, c'est encore différent que quand on fêtait les 40 ans, entre guillemets, du festival. Complètement. Complètement. C'est vrai qu'au début, c'était, j'allais dire, un peu confidentiel. Tout le monde se connaissait. C'est vrai que c'était... et c'est devenu un énorme festival, mais qui a gardé quand même la chaleur humaine, je trouve. Et on a la chance d'avoir un festival qui est au centre de la ville. Et ça, c'est important. Parce qu'on nous a proposé plein de fois d'ailleurs de le faire, pourquoi pas, à l'extérieur, un peu plus loin. Et je dirais que non, un festival, c'est en centre-ville ou pas. D'ailleurs, tous les auteurs qui viennent là, ils viennent parce que souvent, ce sont des solitaires. Ils travaillent seuls et ils sont coupés, je dirais, des autres. Et c'est le rendez-vous pour eux de revenir voir leurs copains, justement. Moi, je pense notamment à Claire Bretéché, qui a été agoraphobe et qui aimait bien venir à Angoulême quand même, parce qu'elle me disait, je rencontre tous les amis que je ne vois pas dans l'année, et on peut discuter bande dessinée, on peut voir plein d'expos, c'est très enrichissant. Et elle qui détestait la foule, elle adorait quand même venir à Angoulême, mais elle ne se mélangeait pas trop, elle n'allait qu'avec ses amis. Donc à condenser pendant 4 jours, c'est ça aussi que viennent chercher, vous dites, les auteurs, et puis finalement le public aussi. Tout à fait, tout à fait. Et les auteurs viennent aussi pour voir les autres auteurs, toutes les expositions, assister à des tables rondes. C'est ça qui est important pour eux. Alors, il y a forcément dans toute cette vie déjà du salon devenu festival de grandes étapes, on va dire, dans l'évolution de cet événement. Pour vous, c'est quoi les étapes les plus marquantes ou les plus importantes, on va dire, pour faire en sorte que ce festival soit toujours là aujourd'hui, justement, et qu'on en soit à la 50e édition, Dominique Bréchotto? J'allais dire que l'étape la plus importante, ça a été de passer en 2007, justement, c'est de faire en sorte que l'association soit le gardien du temple, mais ne gère plus l'événement. Parce que c'était un travail, j'allais dire, presque à plein temps. Et c'est vrai que quand on n'est pas en retraite, c'est difficile de s'investir à fond. Moi, je l'ai fait de 91 à 96.
C'est vrai que c'était pas évident, donc il fallait recruter le personnel, le directeur, tous ceux qui gravitaient autour, mais c'était une gestion très très difficile, et donc c'est quand même plus souple pour nous maintenant d'avoir une société qui s'en occupe et qui s'en occupe très bien. Franck Bondou est un homme remarquable qui vit à Paris, et souvent certaines personnes ont dit « Ah, c'est dommage, c'est un Parisien ». Eh bien, c'est quelqu'un qui défend Angoulême plus que beaucoup d'Angoumoisins, et ça, je trouve que c'est formidable. Et c'est bien aussi qu'il soit à Paris, parce que, bon, il y a le contact aussi avec les éditeurs, les auteurs, c'est les deux. Et vous dites l'association est là comme gardien du temple, et ça, c'est essentiel, justement, cette place de l'association. Tout à fait. L'association n'a pas voulu passer dans un EPCC, donc avec la Cité en 2005-2006. On a voulu rester donc indépendant, mais avoir cette société qui gère effectivement l'événement. Alors, pour marquer ce 50e Festival international de la bande dessinée, il y a une publication. C'est presque finalement une habitude quand il y a un anniversaire, on va dire, symboliquement important. Et évidemment, un demi-siècle et puis une décennie en plus, c'est important. Donc, il y a ce livre qui a été édité, qui a été évidemment écrit, en l'occurrence par Philippe Tomblaine, qui est coédité par PLG et l'association justement FIBD, le 50e, une odyssée du Festival international de la bande dessinée. Il faut absolument, et c'est important, de marquer là aussi, d'avoir une sorte de point d'étape, on va dire, avec un livre, avec une publication. Ça a du sens, Dominique Brachotto ? Ah, tout à fait. On l'a fait une autre fois pour le 20e anniversaire. Et c'était vraiment un livre qui était remarquable aussi, d'un format beaucoup plus grand, mais avec plein d'anecdotes aussi. Et on estimait que pour le 50e, c'était indispensable d'avoir donc ce livre, qui fait quand même 320 pages, je crois, avec plein de photos. Pour nous, c'est plein de souvenirs. Et pour tous les festivaliers, je pense qu'ils verront effectivement toute l'évolution du festival. Vous saviez sous quelle forme, justement, il fallait le faire ou comment il fallait le faire ? Enfin, ça, est-ce que ça a été compliqué de voir comment lancer ce livre comment enfin... Alors, c'est Philippe Tomblaine qui a eu l'idée donc de faire ce livre au départ, donc avec PLG. Et effectivement, il a voulu synthétiser ses 50 ans. C'est vrai que synthétiser un demi-siècle de bande dessinée à Angoulême, c'est quand même relativement difficile. Et je trouve qu'il l'a très très bien fait. C'est vrai que c'est très synthétique, on retrouve plein de choses et ça rappelle plein de souvenirs. Alors c'est aussi c'est plusieurs casquettes qui lui ont permis de faire ce travail justement que vous trouvez réussi, c'est-à-dire qu'effectivement, étant donné qu'il est professeur documentaliste, qu'il est chroniqueur BD, qu'il est impliqué aussi dans l'association du FIBD, puisqu'il est vice-président aujourd'hui de cette association, c'est tout cela aussi qui a rendu ce travail sans doute, alors certainement compliqué et long pour lui, mais où il pouvait réussir justement à le faire. Tout à fait, en plus c'est un passionné de bande dessinée. C'est quelqu'un qui connaît très très bien, c'est quelqu'un qui est au fait de toute l'actualité BD. Et j'avoue que c'est un travail remarquable, notamment dans plein de détails. Par exemple, il a repris aussi tous les prix qui ont été attribués à Angoulême toutes ces années. Prix officiels et même prix qui se font un petit peu à côté. Et c'est vrai que c'est remarquable parce que là, il y a une somme de documentation énorme qu'il a fallu revérifier parce que effectivement, c'est très très compliqué de retrouver. Et bon, moi j'ai essayé de faire une relecture avec Delphine Grouf. On a vu pendant plusieurs semaines des corrections et corrections. Et c'est vrai que c'était parfois minime, mais c'était parfois des petits passages, des oublis, ou au contraire des doubles noms qui étaient marqués. Bon. Mais c'était passionnant de le faire. Donc effectivement, j'ai suivi l'évolution du livre avec passion. Oui, parce que c'est ce que vous soulignez. Donc, dans ce livre, il y a à la fois finalement un rappel vraiment très officiel de ce qu'a été le festival avec les prix, ou avec tous les auteurs aussi qui sont venus progressivement ou qui sont revenus pour ce festival. Et puis après, il y a toutes les anecdotes, un peu de tout type, mais qui jalonnent et qui font toute la vie, on va dire, de l'intérieur de ce festival. Tout à fait. Alors, c'est un peu ce qu'on avait fait avec la boutique de l'association depuis 2 ans. On avait fait au départ
le salon de bande dessinée. Donc on s'était arrêté. Donc on avait fait quand le festival s'appelait Salon. Et donc c'est Philippe Tomblaine qui nous avait fait des panneaux. On avait fait une exposition donc dans notre boutique. Et c'était un petit peu le fil rouge qui l'a conduit à faire ce livre. Oui, puisque le salon a basculé en festival au moment de l'édition 96, hein, c'est ça? Exactement, quand Julliard a eu le prix. En fait, c'est en 95 qu'on a eu l'idée à l'époque j'étais président, qu'on a eu l'idée de changer l'appellation de salon en festival parce qu'on trouvait que c'était plus festif. Il y avait un côté festif qui se passait sur Angoulême, mais qui n'était pas montré par le titre. Et c'est vrai que salon, ça veut dire plus vente, mais il n'y a pas que de la vente à Angoulême. Il y a énormément de ventes, et tant mieux. Mais il y a aussi plein d'expositions, des tables rondes, des conférences, des concerts de dessin. Il y a de tout. Et effectivement, il fallait montrer ce côté festif qui existe. Et ce côté festif, en fait, il était là dès le départ, hein, véritablement, Dominique Bréchotto. Ça, c'est important aussi. Ah, tout à fait. C'est vrai que dès le début, le côté festif existait. D'ailleurs, on pouvait rencontrer peut-être plus facilement les auteurs. C'est vrai que maintenant, certaines personnes nous disent que c'est plus compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a même des années, on a même fait des dîners avec les auteurs. Et donc, chacun payait son dîner. On était aux environs de 1000, ce qui était énorme. Et c'est vrai que on pouvait dîner à côté de Jean-Jérôme Mébius ou de Julliard ou de Claire Bretéché, Pétillon. Et c'est vrai que les gens gardent tous un super souvenir. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a énormément d'auteurs qui participent. Ça a toujours été le cas, mais évidemment, il y en a. Et c'est un concentré, évidemment, une forte participation des auteurs. Mais il y a aussi beaucoup de rendez-vous, beaucoup de dédicaces. Et donc, pour le public, c'est parfois, évidemment, quelques petites minutes, on va dire, passées, partagées avec un auteur. C'est parfois court, en fait, aussi. C'est parfois court, mais c'est très intense. Et je pense que tous ont un plaisir justement d'avoir ce rapport avec l'auteur et l'auteur aussi. Moi, je sais que les dessinateurs, les scénaristes, on aime justement rencontrer ce public pour pouvoir discuter avec lui et se rendre compte des intérêts différents de chaque personne. Et l'appropriation finalement que chacun peut faire d'une œuvre, d'un album. Complètement, ça c'est sûr. Alors, vous aussi, Dominique Bréchotto, il y a dans ce festival, évidemment, puisque vous avez été président de l'association, forcément, vous avez été très engagé tout le temps. Vous avez lancé aussi, vous, le concours de la BD scolaire qui vous tient particulièrement à cœur. Dès 1975, vous avez été à l'origine de cette initiative. C'était évident qu'il fallait lancer. Comment vous avez, mis en place finalement ce concours? Alors, moi, j'ai eu l'idée au départ de lancer un concours pour que les élèves finalement puissent s'exprimer donc au niveau de la bande dessinée. Donc au départ, c'était un concours uniquement sur Angoulême la première année. Je l'ai étendu à l'Académie de Poitiers, au départ à la Charente, puis à l'Académie de Poitiers et à quelques professeurs que je connaissais qui étaient à Bordeaux, un petit peu partout. Il y en avait même de Marseille. Et ça a duré pendant 10 ans. Et j'avais en moyenne 1000 planches par an, et on les exposait toutes. Donc, ce qui s'appelle le centre Saint-Martial maintenant. Et donc, en 1985, la Caisse d'épargne a souhaité parrainer ce concours. Et donc là, c'est devenu d'un seul coup un concours national. Et devenant un concours national, c'est quand même devenu quelque chose d'énorme, puisque maintenant, on a une moyenne environ de 7000 planches par an. Et c'est vrai qu'on fait venir les 40... il y a une présélection, on en retient donc 600. Et là, on fait venir les 40 donc, lauréats à Angoulême pour toute la journée de jeudi. Là, ils viennent d'arriver ce matin. Ils ont couché à Poitiers. Ils sont arrivés ce matin en bus. Là, on les a accueillis donc, avec Jérémy Moreau, qui est le président du jury. Et on leur a remis les diplômes. Et ce soir, il y aura 5 prix spéciaux qui seront décernés. Pour l'instant, ils ne le savent pas, puisque la remise des prix aura lieu au théâtre ce soir. Et après leur dîner, ils repartent sur Poitiers coucher. Et après, ils repartent. Et donc, toute la journée ici, ils vont visiter des expositions
et donc s'imprégner de la ville. Et là, ce matin, ils avaient en plus de ça une masterclass avec Jérémy Moreau c'était passionnant. J'en arrive à l'instant, je me suis excusé, je suis obligé de partir. Alors, comment ils vivent ça, justement, eux? C'est un moment privilégié, là vous venez de les quitter, mais vous sentez bien que c'est quelque chose de particulier pour eux? Complètement, y compris les tout petits, parce qu'on en a qu'à partir de 5-6 ans. Et c'est vrai que Jérémy Moreau leur a expliqué que lui, il a participé pendant 8 ans, jusqu'au moment où il a eu son Grand Prix. Et ensuite, il a eu le concours, il a gagné le concours Jeune Talent. Et après, il a eu le Fauve d'Or, justement. Donc, pour eux, c'est très important. Et j'ajouterais que parmi les grands gagnants, 95% poursuivent une carrière après, soit dans le dessin animé, soit dans la bande dessinée. Alors, je citerai une autre, par exemple, qui est Catherine Meurice, et qui a été donc gagnante en 1997. Et donc Catherine Meurice, qui est maintenant devenue immortelle, puisqu'elle est à l'Académie des Beaux-Arts, la seule d'ailleurs du monde de la bande dessinée. Et j'ai eu la chance, elle m'a invité, j'ai eu la chance d'aller sous la coupole pour la cérémonie d'intronisation. Donc on peut dire évidemment qu'à travers ce concours de la BD scolaire, il y a des vrais talents, il y a de la vraie créativité, et vous êtes toujours surpris justement aussi de ce que vous pouvez découvrir là à travers ces planches. Ah, complètement. C'est vrai que, j'allais dire, la qualité est de plus en plus forte. Et alors, par rapport aux premières années, où c'était majoritairement des hommes, des jeunes garçons, là maintenant, on a beaucoup de filles. Et je dirais que c'est voire moitié-moitié, voire peut-être même plus de filles maintenant. Et c'est vrai que la profession se féminise aussi, hein. Claire Bétéché étant la première femme à avoir le Grand Prix de Ville-Angoulême, puisqu'elle a eu le prix 10e anniversaire. Puis Florence Estac, ensuite en 2002. Et donc, on en a eu d'autres, des japonaises, et Julie Doucet, donc, pour cette année, puisqu'elle a eu le prix l'année dernière. Donc, c'est elle qui l'affiche cette année et qui aura une exposition. Alors c'est important évidemment ce que vous soulignez, hein, cette place des femmes aussi qui se donnent le droit très jeune aussi de pouvoir s'exprimer à travers ce concours de BD scolaire. Et dans, on va dire, les traits, dans la façon finalement de s'approprier le dessin, est-ce que ça a beaucoup évolué aussi justement en fonction on va dire, du monde de la BD qui a énormément évolué aussi au cours de ces 50 ans? Alors le monde de la bande dessinée évolue et je dirais, Jérémy Moreau en parlait ce matin. Il leur disait, souvent il y en a qui disent, mais quel style adopter? Et en fait, c'est ce qu'il disait. Il disait, c'est un enrichissement d'énormément de choses. Il dit, moi, j'ai regardé les mangas, j'ai regardé les peintres contemporains, les peintres anciens. Et finalement, il faut se forger une culture artistique, mais avec plein de choses. Et son style vient à cause de tous ces mélanges qui progressivement deviennent un style. Et alors lui, sa particularité, c'est qu'il change de style à chaque fois qu'il change d'album. Alors ça, c'est assez rare. J'allais dire qu'il y en a peu à faire comme ça. Breccia le faisait autrefois. Et sinon, souvent, ils ont leur propre style qui évolue. Mais il y en a assez peu, finalement, à changer de style à chaque fois qu'ils changent d'album. Et donc, en fait, ça a permis aussi de montrer là, cet échange entre Jérémy Moreau et ces jeunes qui participent à ce concours de BD scolaire, que tout cela vient finalement naturellement, vous le dites bien, d'un enrichissement, d'une diversité, d'une ouverture, finalement, d'une curiosité qui permet à chacun de trouver sa place. Et c'est cette diversité qui est intéressante aussi, de venir soi-même nourrir, on va dire, ce grand monde de la bande dessinée. Tout à fait. C'est ce qu'il disait, justement, mais plus vous allez vous enrichir sur plein de domaines différents, plus vous allez voir d'expositions, plus vous allez lire de bandes dessinées, mais complètement différentes, et plus vous allez vous enrichir, et plus votre style va évoluer. Et il ne faut pas se cantonner justement à une chose, parce qu'on se bloque progressivement. On n'arrive pas à progresser. Et donc, il ne faut pas chercher un style, il faut se dire, bon, bah, j'évolue, je cherche de partout, et progressivement, son style va se faire automatiquement.
Et est-ce que, Dominique Bréchotto, l'influence, la place du manga, notamment chez les jeunes, mais pas que, est-ce que ça se ressent aussi dans le concours de la BD scolaire? Oui, ça se ressent. C'est vrai qu'il y en a qui sont très marqués par les mangas. Il faut avouer que les mangas, c'est quand même 65% de la production de la bande dessinée. L'idéal, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas copier. Il faut s'en inspirer et puis finalement trouver un mixte en fonction de ce qu'on est personnellement. Parce que c'est vrai que la culture manga, c'est une culture un peu spéciale, c'est vrai. Mais j'allais dire, il ne faut pas s'enfermer. Et il faut s'ouvrir au contraire. Et c'est un petit peu comme le dessin d'animation. Je dirais, les Disney, bon, on pourrait s'enfermer sur un modèle très Disney, mais les nouveaux dessins animés, on se rend compte qu'ils sont variés à l'infini. Et c'est pareil. Mais ils ont une source d'inspiration au départ, très Disney, au départ. Dominique Bréchotto, un mot juste pour terminer, pour revenir aussi sur ce livre dont on a parlé, ce livre du 50e, donc effectivement une odyssée du Festival international de la bande dessinée. On le disait, vous avez participé, vous le disiez, à l'écriture dans le sens, à la relecture, finalement à l'avancée, pas à l'écriture, mais à l'avancée, on va dire, de ce livre, pour la relecture. Est-ce que vous avez redécouvert finalement certains aspects aussi du festival ou découvert certaines anecdotes, certains points dont vous n'aviez plus conscience ou pas conscience, ou en tout cas avec le recul, c'est aussi une autre façon de redécouvrir peut-être certains aspects ou certaines anecdotes? C'est une façon de redécouvrir. En fait, je savais pratiquement tout ce qui se dit à l'intérieur, toutes les petites anecdotes, pratiquement je les connaissais. Il y en avait certaines que j'avais oubliées, c'est vrai, que je retrouve avec plaisir d'ailleurs. Quoi par exemple? Des anecdotes. Pour vous avouer, le livre, je l'ai lu comme ça sur mon ordinateur pendant X semaines. Et pour l'instant, je viens juste de l'avoir. Donc, j'ai pas eu le temps de le relire. Donc, je pourrais. Et qui sera une autre lecture, une lecture plaisir, ça va être on va encore dire. une autre lecture, effectivement. D'autant que maintenant, j'ai la lecture avec les visuels. Parce que j'ai eu au départ la lecture seule, ce qui est très bien. Hein. Mais les visuels, ça enrichit d'autre part. Et il y a plein de petites choses qu'on connaissait et qu'on revoit avec plaisir. Alors en tout cas, ce livre, bien sûr, il est notamment à retrouver dans la boutique de l'association du FIBD. Tout à fait. Donc il est à vendre dans la boutique du FIBD qui est au 18 Place Marengo. En fait, c'est juste devant la statue Hergé. Tout le monde dit c'est 18 rue Hergé, mais bon. Mais on le trouve aussi dans toutes les boutiques du festival. Les 4 boutiques donc, qui sont donc sous la Grande Bulle du Champ de Mars, qui se trouve à côté aux Halles, donc à la fois au manga et autrement donc devant le théâtre. Donc ce livre, le 50e, une odyssée du Festival international de la bande dessinée, signé donc Philippe Tomblaine et coédité par PLG et l'association FIBD. Et qui n'est pas cher, 20 € pour 320 pages, c'est quand même formidable, non, c'est vrai. Bon, merci à vous en tout cas Dominique Bréchotto. Je rappelle que vous êtes un des administrateurs du FIBD et ancien président de cette association. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Tour de table, Erika Walter. Dernière partie de cette première émission spéciale Festival international de la bande dessinée avec un incontournable du festival de la BD chrétienne notamment, Brunor. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur, illustrateur et vous ce ne sont pas les 50 ans des indispensables que vous fêtez, pas comme le festival qui en est à sa 50e édition, mais déjà 15 ans quand même d'indispensables. Donc les indispensables, c'est cette série d'enquêtes sur la question de l'existence de Dieu confrontant les données des sciences d'aujourd'hui au texte de la Bible. Alors 15 ans, c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous imaginiez justement que cette série, elle allait vous amener jusqu'à aujourd'hui, donc avec 12 titres qui sont parus jusque-là? Non, je ne pouvais pas imaginer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait dans ce tome qui est un peu l'ancêtre. Il contient en germe tous les indispensables et il était paru il y a 15 ans. C'est le premier et je pensais que ce serait le seul. C'est pour ça que j'ai tout mis là-dedans et que ça fait 222 pages. Et ça montre toutes les interactions, voilà, et tout ce qu'on peut confronter au réel, de tout ce qui a été dit dans le passé par les philosophes, etc. Et voilà, je ne me doutais pas que quelques temps après, on me proposerait de décliner
voilà, en album, en couleur. Mais là non plus, on ne sait jamais si ça va continuer, parce que c'est la loi du marché. Soit ça se vend bien et on va continuer, soit ça coûte cher à l'éditeur et il dit on est obligé d'arrêter. Et ça se comprend. Alors, c'est la loi du marché et en même temps, cette proposition, vous vous êtes lancé tout de suite en vous disant que ça avait du sens aussi de décliner quand même justement aussi ces indispensables. Ah oui, oui, oui. Dès que j'ai trouvé quelqu'un qui était intéressé de les éditer en me proposant un format Tintin en couleur, etc., c'était un peu le souhait, c'était un peu le rêve d'arriver à ça. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et comme vous dites, c'est un risque qu'on prend parce qu'on passe du temps. J'ai tout redessiné. C'est pas du tout le même livre qui est traduit en couleur. C'est une nouvelle histoire qui raconte les choses. Et voilà, c'est toujours un pari, mais bon, ça a marché. Et il y a beaucoup de lecteurs. Je suis à plus de 150 000 albums vendus, ce qui est un cadeau. Et vous savez qu'Angoulême a joué pour ça un rôle important parce que, comme je disais, j'avais fait avec nos amis du fanzine PLG, eh bien, j'étais un des fondateurs de PLG il y a plus de 40 ans. Et on n'imaginait pas qu'on allait comme ça chacun pouvoir développer un talent à l'intérieur de la BD, moi comme auteur-dessinateur, un autre comme éditeur du 50e anniversaire, etc. Et l'autre galliériste. Voilà, c'est une histoire qui est intéressante à raconter à des jeunes qui croient à ce qu'ils aiment faire et pour leur dire, voilà, c'est possible d'arriver à avancer comme ça. Alors vous le dites en tout cas, hein, c'est indispensable, donc cette série, elle a trouvé un public, elle a trouvé des publics en fait, Brunor aussi, parce qu'en 15 ans, forcément, le public il s'est renouvelé aussi. Il y a différentes générations, on peut presque parler maintenant, qui se sont emparées de ces indispensables. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'est au départ des questions de jeunes prises au sérieux qui m'ont poussé à faire cette enquête, ce travail de recherche. Oui, c'est vrai que le jeune qui m'avait posé la question au départ à 15 ans, eh ben, maintenant il est sorti de Polytechnique, il a un métier, il est ingénieur. Enfin, ouais, comme vous dites, c'est vrai que c'est les petits frères ou les petits cousins qui suivent. Mais c'est vraiment adulte et adolescent. Et oui, il y a un gros bouche à oreille, en fait, c'est ça qui se passe. C'est que moi, j'ai pas de budget publicitaire ou quoi. Surtout que j'ai fondé ma propre petite maison d'édition pour être tout à fait libre. Donc, il n'y a pas d'argent. On fonctionne avec la réussite du précédent, on va faire le suivant. Mais c'est vrai que je suis aussi beaucoup sollicité pour des conférences, pour des établissements scolaires ou pour également des paroisses, des groupes d'adultes, des groupes d'étudiants. Et c'est vrai que, alors évidemment, les conférences en milieu scolaire ne génèrent pas directement de vente, mais ça fait du buzz, comme on dit. Et en fait, les jeunes sont assez... quelles que soient les générations, pour le coup, je vois le même pétillement dans le regard de certains élèves, voilà, de première ou de terminale, ou même de sixième, quand ils s'aperçoivent, avec ce que je raconte et en projetant des petites animations, des trucs comme ça, quand ils s'aperçoivent que tiens, l'histoire du Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, tiens, ça pourrait tenir la route. Ça pourrait pas être seulement des inventions de grand-mère ou des croyances anciennes. Tiens, mais c'est compatible avec le réel. Voilà. Et ça, c'est ça, en fait, qui est intéressant à montrer. Et c'est aussi pour ça que j'appelle jamais ça des preuves. Il y a des gens qui disent dans des commentaires, oui, Brunor essaye de donner des preuves de l'existence de Dieu. Et je précise toujours qu'en aucun cas, jamais je ne donnerai de preuves, j'en ai pas. Même sous la torture, il n'y a pas de preuves. En revanche, il y a quelque chose qui intéresse le public, ce sont des indices, parce que les indices s'adressent à la liberté de l'enquêteur et à sa liberté, à son intelligence, en fait. Et il faut travailler, il faut vérifier, etc. Et je leur dis souvent en début de conférence, ne croyez rien de ce que je vais vous dire, vérifiez-le vous-même, parce que c'est vérifiable. Voilà. Et donc chacun peut s'approprier aussi cette démarche ou pas finalement. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger puis se dire finalement que cette série, Les Indispensables, ne fait pas avancer, on va dire, individuellement, personnellement. C'est ça aussi, il y a une grande liberté qui est laissée. Alors voilà, il y a une grande liberté et quand je dis que vous pouvez vérifier, c'est vrai et des gens le font. Par exemple, je pense là à un petit groupe à Autun, en Bourgogne, un petit groupe de terminale dans un LEP, donc c'est pas des gens très très spécialement intellectuels, hein, mais ils ont les mains dans le cambouis et ils se sont dit, il nous dit de vérifier, faisons-le. Alors ils se sont réunis à 4, ils étaient tous les 4 athées, hein, ils ont travaillé.
Et à la fin, ils se sont rendus compte que ça tenait la route et que c'était, tiens, bon, bah, il y en a un qui a demandé à être baptisé, il faut quand même le faire. Bon, c'est pas moi qui lui ai dit de le faire. C'est une démarche personnelle. Bon, par ailleurs, c'est plus des groupes d'adultes qui se mettent à vérifier entre eux ou des initiatives personnelles. Une fois, j'ai été invité dans un lycée en région parisienne, à Melun. Je pensais que c'était les profs qui m'invitaient, profs de philo ou profs de SVT, puisque je parle de ces questions-là. Pas du tout. C'est un jeune de terminale qui a dit à ses profs, vous devriez lire ces bouquins-là, c'est des BD, vous verrez, et inviter l'auteur. Eh ben, ils l'ont fait. Vous voyez, donc c'est très sympa, ce bouche à oreille là aussi, quoi. Et Bruno, en même temps, cette série, Les Indispensables, elle permet effectivement de rejoindre aussi des jeunes ou des moins jeunes, on va dire, avec des réalités différentes. Vous parliez d'athées, effectivement, ce ne sont pas forcément des chrétiens qui viennent à cette série et qui s'interrogent autour de cette série. Finalement, ça permet là aussi de rejoindre un large public. Exactement, ça rejoint en principe, vous voyez, on voit la différence entre les hommes et les animaux, la différence quand on trouve une sorte de tombe très ancienne, hein. On ne sait pas si c'est un grand singe ou un être humain. Bon, qu'est-ce qui fait la différence? Jusqu'à présent, j'ai toujours appris que ce qui faisait la différence, c'est si le gars était enterré avec des objets, des parements, des bijoux ou des armes. Alors là, on sait que c'est un être humain, jamais les grands singes n'ont enterré comme ça. Donc ça montre bien que il y a depuis bien avant, enfin au début d'Homo sapiens certainement, il y a déjà cette question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose après la mort? Est-ce qu'il pourrait y avoir un auteur de cette vie? Et c'est ce qui distingue les hommes des animaux, ce genre de questions. Donc je pense que tôt ou tard, quelle que soit la génération, ben, on se pose cette question-là parce qu'un proche est décédé, parce que... Bon, et c'est légitime. Or, on ne peut pas, avec les sciences, voir ce qu'il y a après la mort. On arrive à connaître des témoignages de mort imminente, où des gens sont sur le seuil d'entrée de la mort, mais pouf, ils sont réanimés, ils reviennent. Bon, donc on peut pas dire, on pourra jamais faire d'expérience scientifique. Mais là où on peut se servir des sciences expérimentales, c'est quand elles écoutent, quand elles apprennent à lire cet univers et tout ce qu'il contient, et qu'elle confirme que telle ou telle civilisation depuis l'Antiquité a mieux compris le monde que les autres. S'ils ont mieux compris le monde vérifiable, on se dit, tiens, peut-être que même sur des choses pas vérifiables comme un dieu, plusieurs dieux, tout ce qu'il y a après la mort, moi je suis plutôt tenté à aller dans cette direction-là, d'étudier. C'est pour ça que j'étudie à un moment donné beaucoup plus la Bible des Hébreux que d'autres traditions de l'Antiquité, parce que les autres traditions, à un moment, se trompent. Il y a une énorme erreur, un truc qui ne tient pas debout, etc., sur des choses fondamentales. Donc on dit, ceux-là, on les met de côté pour le moment. On avance avec ceux qui sont dans la compétition, puisque ce que je propose aux gens, c'est presque... C'est un peu schématique, mais c'est de dire, faisons comme les Jeux Olympiques, faisons comme un concours de l'agrégation, donnons des points à des civilisations ou à des pensées. Quand elles ont raison et que c'est vérifié, donnons-leur des points. Mais encore une fois, les sciences sont incompétentes pour vérifier une philosophie ou une religion. Elles sont compétentes pour vérifier ce qu'on appelle les représentations du monde qui sont associées à ces déclarations. Par exemple, tout le monde pensait que le soleil était éternel, donc plein de civilisations pensaient que c'était un dieu, donc beaucoup faisaient des sacrifices humains comme les Aztèques, etc., les Romains, les Grecs, pour faire plaisir au soleil pour qu'il se lève demain. Et il y a une civilisation qui dit « arrêtez ça, vous perdez votre temps, en plus c'est criminel ». Et ce sont les Hébreux bibliques qui sont les premiers, venant de traditions sacrificielles, à dire « on arrête, c'est nul, c'est inhumain, on arrête ». Parce que le soleil, en plus, n'est pas un dieu du tout, ce n'est qu'un vulgaire lampadaire. Bon, ils étaient seuls de toute la surface de la Terre, quasiment, à oser dire ça. Vous voyez, et à dédiviniser, enlever les faux dieux. La rivière voulait traverser, avant il fallait faire un sacrifice à la déesse de la rivière. Bon, les Hébreux disent pas du tout, pas besoin, il n'y a pas de déesse là, il y a un seul Dieu, il est à l'extérieur du monde, donc on risque même pas de l'embêter en creusant les souterrains, en faisant comme ça. Vous voyez, c'est une très très grande libération, et curieusement, nous n'en sommes pas toujours conscients de tout ça, c'est pour ça que je le raconte. Voilà. Alors, les échanges que vous pouviez avoir il y a 15 ans, autour du début de cette série Les Indispensables, les échanges que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'ils sont radicalement différents avec les jeunes, avec les adultes que vous rencontrez ? Non, ils ne sont pas radicalement différents parce que justement, c'est toujours ces mêmes préoccupations-là et peut-être même
Par exemple, vous parlez des chrétiens tout à l'heure. Souvent, eux qui sont habitués à ce que la foi, ce soit vraiment un truc qui tombe du ciel, je ne sais pas. Bon, moi-même, c'est vrai que ça m'est un peu tombé comme ça, donc ils ont du mal à imaginer que les sciences puissent aider des gens à grandir dans cette confiance, parce que le mot foi, c'est un mot un peu religieux, mais derrière, c'est la confiance dont il est question. Eh bien, ils ont du mal à penser que les sciences peuvent nous aider ou aider nos contemporains, parce qu'il y a des gens qui disent « moi j'ai la foi, j'ai pas besoin de tout ça ». Je dis « ok, très bien, tant mieux pour vous, mais est-ce que vous avez songé à transmettre des choses de ce que vous croyez, de ce qui compte pour vous ?» Et là, ils disent « non, j'ai essayé, mes enfants s'en foutent, etc. » C'est vrai, mais si vous leur donnez non pas des foi, des croyances, des choses, mais des indices à vérifier, ça peut les intéresser, surtout que ce n'est pas directement religieux, la question du soleil ou la question, vous voyez, est-ce que Vous voyez, il y avait même un débat très intéressant entre Aristote et Démocrite sur est-ce que les atomes ont besoin d'instructions intelligentes pour faire un lapin, une rose, un être humain. Bon, Aristote disait oui, et les partisans de Démocrite disaient non, c'est le hasard qui fait tout, le hasard construit tout. Bon. Eh bien, pendant des milliers d'années, on n'avait pas la réponse à cette question. Donc, impossible de répondre. Le débat pouvait durer éternellement. Mais aujourd'hui, depuis la découverte de l'ADN, en 1953, nous avons la réponse. Nous savons que les atomes ont besoin d'instructions qui sont marquées dans le langage de l'ADN sur le code génétique de tout être vivant. C'est d'ailleurs ça qui fait la différence entre un être vivant, il a un ADN, ou un caillou qui n'a pas d'ADN. Donc, il y a plein de choses à trouver complètement en dehors du circuit religieux et dans le pur circuit de la vérification. Alors Bruno, vous allez aussi, dans le cadre de ce festival, alors là en l'occurrence la BD chrétienne, vous allez donner une conférence chaque année, c'est le cas, c'est un rendez-vous. Ce sera là samedi à 16h à l'église Saint-Martial. Ce sera l'occasion justement de revenir sur ces 15 ans. Très rapidement, un mot sur cette conférence, peut-être un peu différente du coup. Bon, c'est un peu ce que je vous raconte là, je pense qu'il va c'est sortir. Un aperçu de la conférence. Je pense laisser pas mal la parole aux gens s'ils ont des questions. Mais c'est ça, montrer, il faut toujours rappeler cette possibilité de compatibilité entre le réel et entre les affirmations du passé et le réel, et qui permettent de faire le tri. On a besoin de faire le tri. Merci beaucoup à vous, Bruno. Je rappelle que vous êtes donc auteur, illustrateur, notamment donc de cette série Les Indispensables, avec l'univers imprévisible là qui ressort entre guillemets 15 ans après, justement, qui a posé les bases de cette série. Merci à vous. Cette conférence, donc, ce sera avec vous samedi après-midi à 16h à l'église Saint-Martial. Merci. Puis on rappelle la remise des prix de la BD chrétienne. Ce sera à 15h tout à l'heure. Et puis, nouvelle émission spéciale pour la BD. Ce sera tout à l'heure à 16h avec Éric Potel.